BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Toujours un vrai plaisir, sincèrement, que de vous retrouver. Comme chaque week-end pour De quoi je me mêle, radio, télé, audio, vidéo, vous avez le choix. Vous picorez De quoi je me mêle comme vous le voulez. Que vous soyez au sport, au travail, ou bien tranquillement installé devant votre télé, ou en train de nous regarder sur votre smartphone ou tablette. Merci en tous les cas d'être là, votre heure de tech comme chaque semaine. Avec au menu tout à l'heure, avec Christophe Joly, nous reviendrons sur l'origine du MP3. Et là, on va repartir à la fin des années 90 pour revenir sur cette technologie qui a bouleversé notre quotidien. Puis après, on parlera des baladeurs et des services de streaming. Ce sera en deuxième partie de quoi je me mêle. Je vous rappelle que vous avez toujours le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à l'actu. Merci d'être là, merci de nous suivre, merci d'être fidèle à De quoi je me mêle. Bienvenue. Anthony Morel est là pour le débrief et pour l'actu, le club de la presse IT de cette semaine. Salut Anthony. Bonjour François. Hola Francisco, je devrais dire. Hola, qu'est-ce tal? Qu'est-ce tal? Et oui, parce que nous sommes totalement bilingues avec Anthony, vous l'avez sans doute remarqué là, tout de suite. Tout ça pour vous donner un petit indice de ce dont on va parler, puisque voilà, les plus fidèles d'entre vous le savent, nous étions à Barcelone pour vous faire vivre le Mobile World Congress, ce salon des télécoms qui est reparti de plus belle, avec évidemment une épidémie qui est passée par là. L'année dernière, on était encore un peu dans la vague Omicron, c'était pas le salon des grands jours, mais là, cette année, pour y être allé, pour m'être baladé dans les allées de ce salon, Anthony, c'était la folie. Il y avait un monde fou. Moi, j'ai pas pu y aller. Alors du coup, toi, t'as vu le truc comment là? C'est revenu comme avant, quoi, vraiment. Reparti comme en 14, comme on dit. Yes. Bah, ça fait du bien, franchement. Ouais, ça fait du bien. De retrouver ces grands salons. C'était un peu la même tendance sur le CES d'ailleurs, où on a l'impression que là, après 1 an, 2 ans d'arrêt, on est en train de revenir au salon des grands jours, ceux qu'on aime. Voilà. Alors qu'on se posait la question, est-ce que cette épidémie va mettre un coup d'arrêt en fait à ces salons, parce qu'on a découvert d'autres moyens de vivre et d'exister, mais on se rend compte que pour ce type de salon, ça a toujours une pertinence de se retrouver physiquement. C'est clair. Enfin, je veux dire, le truc, ils nous avaient essayé de nous faire ça, je me souviens, le CES, mais je comprends d'ailleurs la logique, parce qu'à l'époque c'était compliqué, il y avait les restrictions sanitaires, mais tu sais, avec des présentations mi-virtuelles, mi-réelles, tu avais une keynote avec quelques journalistes, mais en même temps tu pouvais suivre à distance. C'est pas du tout pareil de pouvoir toucher les objets pour de vrai. Et puis te balader, t'as envie d'aller à droite, tu vas à droite, t'as envie d'un truc, t'entends un bruit, tu vois un truc bizarre, tu y vas. Enfin voilà, ça fait partie aussi de la richesse de l'être humain. Puis tu croises des gens, d'autres journalistes tech. Attends, t'es allé voir là sur le stand machin. Mais bien sûr. Faut quand même aussi comprendre, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller sur ces salons, que c'est absolument gigantesque. Enfin, je veux dire, que ce soit le CES encore plus, mais même le Mobile World. Je veux dire, même en te baladant 3 jours, 4 jours sur place, t'as pas le temps de tout voir. En fait. C'est vraiment immense. Et donc c'est pas mal aussi d'avoir des petits tuyaux. Des fois, t'as un stand caché, tu sais, t'as une boîte moldave, tu sais, tu serais là voir tout seul, quoi, et qui fait un truc absolument génial. Et c'est vrai que ça fait partie des plaisirs de ce genre de salon, quoi. Ouais, voilà. Donc évidemment là, beaucoup d'exposants, beaucoup d'asiatiques aussi, j'ai remarqué, énormément, qui ont fait le déplacement, qui sont venus présenter leurs nouveautés. Et bien sûr, l'une des stars de ce salon, c'est le smartphone. Forcément, on a eu quand même notre petit lot de nouveautés dans tous les styles. Alors, beaucoup de nouveautés chinoises, évidemment. Anthony, je ne sais pas si tu veux les commenter, mais évidemment, il y a Xiaomi, Oppo, etc. Pas mal de choses intéressantes. Moi, alors, si on regarde du côté effet waouh, parce que c'est quand même ce qui retient notre attention en premier, tu vois, nous intéresse. Les trucs un peu sexy, croustillants, croustifondants. Moi, j'ai retenu 2 ou 3 trucs. Alors, l'effet waouh pour moi, le plus gros, je ne sais pas pour toi, peut-être que tu as eu l'occasion de le prendre en main d'ailleurs, c'est le Motorola enroulable. Enroulable, déroulable, là, qui vraiment fait son petit effet très clairement. On avait déjà eu un modèle un peu comme ça, tu parlais des Chinois, c'était Oppo qui avait présenté ça. On avait eu l'occasion d'ailleurs de le tester, prototype, donc écran enroulable, déroulable. On connaît les écrans pliables, qui se plient le long d'une charnière centrale. Là, on parle de quelque chose de tout à fait différent. C'est un téléphone dont l'écran va se dérouler comme un store qui se déplie, ou un papyrus si tu veux, avec un petit moteur qui va faire dérouler l'écran. C'est vrai que quand on voit les images, c'est toujours
très spectaculaire. Alors celui de Motorola par rapport à celui d'Oppo, il est différent parce qu'il ne se déroule pas dans le même sens, il se déroule à la verticale. Donc en gros, c'est un téléphone qui est à peu près d'un format presque carré, j'allais dire. Si vous Et êtes avec nous en vidéo, vous le voyez bien évidemment. On est en train de vous le montrer. c'est hyper spectaculaire. C'est impressionnant. T'as l'impression là d'être dans, tu sais, dans Ouais. les films d'anticipation qu'on voyait Mais au bien début sûr. des années 2000 où t'imaginais le téléphone du futur et ça ressemblait à ça en fait. Donc, C'est quasiment magique. C'est On se presque dit magique. comment on arrive à agrandir comme ça l'écran en quelques secondes. Et bien voilà, aujourd'hui avec la technologie OLED, on arrive à avoir des écrans tellement fins qui peuvent se dérouler et s'enrouler. et après, tu te demandes alors. Quelle utilité réelle ça va avoir? En fait, ça pose plein de questions parce que c'est encore du prototype, évidemment, ce genre de téléphone. Faudra le prendre en main, le tester sur le long terme, voir la solidité aussi de ses rouages et de ses moteurs. Est-ce qu'au bout de, tu vois, de 100 utilisations, le machin se met à s'enrayer ou à, ça perd des ou à s'arrêter de fonctionner? On ne sait pas. Est-ce que dans l'usage aussi, parce que je dis par rapport à un téléphone pliable, bon, qui est déjà une niche, mais téléphone pliable, l'avantage c'est que tu le plies et tu le déplies, ça prend une demi-seconde. Là, tu as quand même ce temps de tu vois, est-ce que c'est pas énervant Ça à fait un peu l'usage? volet roulant, quoi. Ouais, ça fait un peu volet roulant. Est-ce que tu as envie, tu vois, à chaque fois que tu consultes un mail, que tu as besoin d'avoir un grand écran, d'avoir le Attendez volet les gars, roulant? mon téléphone se déroule, j'arrive. C'est ça, donc ça fait son petit effet. Ok, mais bon, est-ce que ce sera vraiment pratique? Il faudra voir. Oui, parce mais que ça prend quelques secondes quand même. Hein. Mine de rien, Ouais. c'est pas anodin. Après, on est au début, comme tu le disais, c'est un premier prototype. J'imagine déjà c'est bluffant. Ouais. On ne sait pas quand est-ce que ça sortira, ce truc-là. ils n'ont pas donné de On a date. posé la question à Motorola. Ils sont peu disertes là-dessus parce qu'en fait, ils veulent voir déjà quelle est la réaction que les utilisateurs, enfin que les gens ont quand ils voient ce produit. C'est étonnant parce qu'il y en avait un deuxième. Peut-être que tu voulais en parler. Là, on est carrément sur un Un ordi ordinateur, ou c'est sur une. Lenovo. Hein. Ouais, voilà, toujours. Alors, Lenovo Motorola, même combat Oui, oui, aujourd'hui, oui. hein, c'est la même Tout à boîte, fait. puisque, rappelons-le, Lenovo a racheté Motorola il y a quelques années. Ce qui fait que d'ailleurs, c'est intéressant, Motorola est passé sous pavillon chinois, donc à l'époque de ce rachat de Lenovo, hein, qui est, je crois, le numéro 1, le premier constructeur de PC au monde. Et donc, là encore, si vous êtes avec nous en vidéo, on le voit, hein, Ouais. c'est un peu plus bizarre, on va dire, parce que d'un coup, on se retrouve avec un PC dont l'écran, en fait, s'agrandit de manière verticale, Ouais. et on se retrouve avec un immense écran Tu te demandes vertical. à quoi ça sert, effectivement. Alors peut-être si, ouais, pour faire du multitasking en mobilité, c'est vrai que tu peux avoir comme un double écran en fait, avec un Oui. écran au-dessus de l'autre par exemple. On pourrait imaginer que ce soit intéressant. Après, ouais, des formats verticaux, je sais pas, peut-être qu'ils vont inventer des Oui, nouveaux. après, c'est vrai qu'en horizontal, ça a un peu plus de sens pour regarder des films, En des choses comme horizontal, ça a ça. un peu plus de sens, je suis d'accord. Mais bon, c'est vrai que ça fait son petit effet. On est dans cette thématique. Tu avais aussi les ordinateurs pliables. On avait déjà testé, c'était Acer qui avait sorti ses Ouais, Foldmate. ouais. C'est Acer ou Asus? J'ai un doute maintenant. Non, je crois que c'est Acer. C'est. Alors là, Bon, bref. je crois que c'était Asus. Ah, Attends, c'est peut-être Asus. Bon, je vais regarder. bref. Je suis connecté pendant que tu parles, je peux moi faire Mais semblant vérifie. de t'écouter et de voir ça. Mais c'est vrai que le résultat est très spectaculaire. Il faudra juste voir si, en termes d'usage, ça se justifie ou si c'est juste un petit gadget. Oui, Moi, ça me c'est fait Asus. penser aussi. C'est Asus. Bon, autant pour moi alors. Tu sais, tu avais ce truc qui était présenté aussi d'ailleurs au Mobile World Congress il y a quelques années. Alors, c'était tout à fait différent, mais c'était la caméra à selfie rétractable. Tu te souviens de ce truc-là? Oui. Où tu voulais prendre un selfie et tu avais une sorte de petit périscope qui sortait en haut du téléphone. Et c'est vrai que ça faisait son petit effet parce que personne avait ça sur son téléphone. Bon, en fait, ça n'a jamais pris. Je veux dire, j'ai jamais vu personne utiliser ce téléphone avec caméra rétractable. Donc, est-ce que ça fera pas la même chose finalement? On verra. En tout cas, c'est vrai que ça fonctionnait assez bien, en tout cas d'un point de vue visuel. Donc ça, c'était le premier élément pour le côté waouh technologique. Le deuxième, c'était sur les systèmes de charge ultra rapide. On a l'impression qu'il y a vraiment une course là qui est en train de se mettre en place. C'est toujours pareil, hein, ils cherchent des éléments pour se différencier, les fabricants de smartphones. Là, au niveau des appareils photo, on est arrivé quand même, alors, peut-être pas à une limite, parce qu'on arrivera toujours à s'améliorer, mais enfin, à gagner 3 mégapixels sur ton appareil photo, c'est pas ça qui fait la différence aujourd'hui. Par contre, ce qui peut faire la différence, c'est la batterie, l'autonomie et toujours le point temps de faible, charge. ça. C'est encore un point faible, effectivement. Alors, les temps de charge se sont bien améliorés, il y a des systèmes de charge rapide maintenant. Mais alors là, ce qu'on présentait, tu as Redmi et Realme, donc qui sont chinoises. Hein. Redmi, c'est Xiaomi et Realme, c'est une marque chinoise aussi. C'est notamment Redmi, c'est une batterie 300 watts qui te promet une recharge totale en 5 minutes chrono. Donc ils ont fait les tests. Je crois que c'est en 30 secondes, tu récupères 10% de ta batterie. En 2 minutes, tu as la moitié de ta batterie. Et en 5 minutes, tu as la totalité. Et là, pour le coup, on est... Alors,
là encore, il faudra voir parce que batterie 300 watts, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'utilisation? Est-ce qu'au bout de 200 charges, elle commence déjà à perdre de sa capacité? Est-ce que ça fait surchauffer le machin? On n'en sait rien, tu vois? Faudra aussi tester. Mais pour le coup, si ça se concrétise, là, c'est un game changer pour moi parce qu'on a tous cette situation où voilà, le matin, tu t'apprêtes à partir au boulot. Ah bah non, j'ai oublié de charger mon téléphone, c'est plus, il me reste 5%. Et là, si tu peux le laisser charger 30 secondes et tu récupères de la batterie, bon bah voilà, c'est là pour moi, il y a un truc qui est vraiment pas mal. Donc ça aussi, c'était assez Encore intéressant. faut-il que tu aies un chargeur ultra rapide parce que c'est pas trop le téléphone là, c'est le chargeur. Oui. Il faut des chargeurs de 300 watts. Absolument. Il faut que tu aies des chargeurs de 300 watts un peu partout. Oui, le parce que, chargeur de 300 watts, oui, autant pour moi. Oui, tu c'est vois, alors, et chez toi, tu en auras un parce que tu auras peut-être acheté ton téléphone. Et encore, je sais pas si tu as remarqué, mais tu n'as plus de chargeur quand tu achètes un téléphone Non. aujourd'hui. C'est vrai. Donc il va falloir qu'en plus de ton téléphone, tu achètes le chargeur compatible, et puis éventuellement que tu en mettes un au boulot, que tu en mettes un aux endroits où tu te balades et où tu auras besoin peut-être de ces quelques minutes de recharge. Donc c'est pas aussi T'as raison. idéal que ça. T'as raison. Ça me fait penser d'ailleurs au schéma des véhicules électriques. Parce que la tendance aujourd'hui, c'est de ne plus faire la course aux grosses capacités des véhicules électriques, des batteries, mais surtout à augmenter les vitesses de charge en fait des bornes. Ouais, c'est un parallèle intéressant. C'est un parallèle assez intéressant. T'as raison. On revient en fait sur ces gros stockages Ouais. pour avoir des stockages peut-être un petit peu plus petits, mais pouvoir recharger les batteries plus vite. Ouais, t'as raison. Ouais. Je me souviens c'était au Mobile World aussi, c'était il y a 2 ou 3 ans, c'était Caterpillar qui avait présenté le téléphone qui a l'autonomie la plus longue du monde. Je sais pas si tu te souviens, mais le machin, Oui, c'était une arme. Une brique. C'était une arme létale. Le machin, tu pouvais t'en c'est servir pour assommer quelqu'un. Oui, ou pour construire une maison, éventuellement. Ouais, quand je dis une brique, c'est vraiment tu pouvais t'en servir. Ah non, Effectivement. mais bien sûr. C'était terrifiant comme. Alors je sais même pas si c'est pas un troll d'une certaine manière. J'imagine que non, parce que c'était un vrai produit et tout. Et tu te dis, bah non, en fait, c'est vrai que tu as complètement raison. Je pense que la course, elle va pas se jouer forcément sur une autonomie. Je suis pas sûr qu'on arrive à un moment, alors quoique maintenant avec les batteries au graphène, on arrive à faire des choses assez dingues aussi, puis il y aura sûrement Mais des avant évolutions. qu'on ait cette révolution technologique, peut-être que demain on aura des petites Bien batteries sûr. qui nous permettront de tenir Exactement. une semaine ou je sais pas quoi. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la stratégie des constructeurs, c'est plutôt de recharger très vite. Ouais. Pour qu'on puisse recharger plusieurs fois dans la journée ou Exactement. Donc, en Quand tout cas, on en moi, a l'occasion. sur les coups de cœur, effet waouh technologique, moi, c'est ce qui m'a un petit peu frappé. Toi, je sais pas s'il y a eu des trucs qui il y a t'ont eu marqué, mais ouais, il y a eu des trucs sympas. Enfin, alors déjà, on assiste à une accélération du pliant. Tu sais que c'était chasse gardée un peu de Samsung, qui était un peu tout seul dans ce domaine. Là, on voit que la concurrence commence à se préparer. En tout cas en Europe, parce qu'en Chine, ça fait un moment que T'avais Oppo, d'autres marques notamment. avaient sorti des pliants. Mais en France, il n'y avait que Samsung. Et là, on se retrouve avec Oppo qui sort un pliant. Xiaomi qui va en lancer un cette année, OnePlus qui va en sortir aussi. Donc on voit qu'il y a une accélération malgré tout. Ça commence à être une technologie un peu plus mature. Ouais. Que les constructeurs envisagent. Et ça, je trouve ça intéressant parce que qui dit plusieurs constructeurs dit concurrence et donc les prix vont baisser et peut-être que c'est une technologie qui va se généraliser. Ouais. En Voilà. attendant Apple, ce sera peut-être En attendant le Apple. grand démocratiseur, je sais pas comment on dit, mais c'est peut-être ça, parce qu'il y a eu beaucoup de Mais bien rumeurs sûr. sur Ouais. Apple qui travaille sur des modèles avec écran pliant, donc on verra ce que ça donne. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, je pense que ça va sortir de la niche que c'était. Bravo d'ailleurs à Samsung et à Honor et à aussi, Oppo. pardon, je les ai pas cités, mais il y a Honor Ouais, aussi qui sort un mais pliant. de s'être lancé et d'avoir un peu, tu Oui. vois, d'avoir essuyé les plâtres, parce que les premiers modèles, ils étaient quand même pas complètement incroyables. Enfin, voilà, quand tu le pliais en deux, il était très épais, c'était Ouais, pas ils ont forcément essuyé ultra les plats, solide. ils se sont fait, Ils se sont fait allumer par tout le monde, par tout le y monde compris et par les tout. journalistes tech et tout. Mais tu sais, moi, juste en parallèle, j'admire beaucoup Samsung pour ça, parce que Samsung est souvent un défricheur de technologie. Que ça a été le cas sur le pliant, mais rappelle-toi au début des montres connectées. C'est Samsung qui, d'une manière mais vraiment méthodique, sortait de nouvelles montres connectées qui étaient vilaines, qui étaient lourdes, qui marchaient pas bien, etc. Mais ils n'ont pas lâché le morceau. Et il y a plein de technologies comme ça que Samsung a initié à lancer. Et puis après, les Apple, les autres les ont adoptés. Ouais. Donc c'est quand même assez courageux de leur part. Absolument. Et je trouve que voilà, c'est un peu les premiers, tu sais, dans la savane, avec leur machette, à créer le chemin finalement, et puis les autres s'engouffrent après. Je suis Peut-être d'accord. mieux parfois, mais en tout cas, ils ont ce mérite-là au moins. Absolument, je suis d'accord. Les marques chinoises commencent à pas mal faire le taf aussi, je trouve, en termes Bien sûr. d'innovation. C'est ce qui est assez intéressant parce que les marques chinoises, on les a souvent taxées justement de copier
les grandes marques, enfin voilà, d'être des repompes d'Apple, de Samsung, etc. Et en fait, maintenant, on se rend compte que l'innovation, elle vient aussi du côté Oppo notamment, enfin, qui produisent des trucs très intéressants. Donc ça, c'était vraiment pas mal, ouais. Il y avait un truc aussi, alors Xiaomi qui a présenté son nouveau flagship, son smartphone haut de gamme qui coûte très cher d'ailleurs. Un bon courage à eux parce que vendre un smartphone 1 300 € quand on s'appelle Xiaomi, c'est pas gagné. Cela dit, il est très séduisant, il est très beau. Hein. Il a les dernières puces Snapdragon, etc., etc. Et c'est amusant parce que en fait, ils ont récupéré le partenariat que Huawei avait passé avec Leica. Donc maintenant, comme Huawei se retire du smartphone, Leica est passé sous le giron de Xiaomi et travaille donc avec eux pour améliorer la partie photo. Ça, c'est pas mal, parce que c'est quand même un grand nom et c'est vrai que ça a de la gueule quand tu peux annoncer ce genre de partenariat, c'est un vrai argument commercial. Je suis d'accord. Mais ça me fait sourire le fait de voir que Leica qui, par opportunisme en fait... Les rats quittent le navire, ils ont vu que Huawei était mort. Bon les gars, c'est qui le chinois là qui veut être intéressé pour reprendre notre techno? Vas-y, on change Xiaomi, allez, ok, on y va. allez, let's go. C'est parti. Ça, je trouve ça assez amusant. Ouais, mais enfin, cela dit, c'est une bonne stratégie pour Xiaomi, il faut les féliciter. Moi, il y a un autre aspect qui m'a intéressé sur ce Mobile World Congress, alors j'ai vu ça d'un peu loin, mais tu vas me dire si tu as eu le même sentiment ou pas, c'est que donc à côté de ce côté surenchère technologique qui nous plaît toujours, donc, voilà, qui nous fait briller les yeux, comme on dit. Les shiny new things, tu vois, voilà, le nouveau smartphone et tout, ça nous fait un peu rêver toujours. Mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi toute une partie qui allait un peu à l'opposé de ça, c'est-à-dire des constructeurs qui vont prendre en compte toutes les nouvelles problématiques qui sont chers aux consommateurs. Ils exactement, ils le font par opportunisme évidemment parce qu'ils ont compris qu'il y avait un marché, mais tu vois, sur le côté la durabilité, la réparabilité des téléphones, il y a une conférence pour moi qui a été assez symptomatique de ça, c'est celle de Nokia que j'ai trouvé très intéressante. Alors quand je dis Nokia, en fait c'est HMD, donc HMD qui est l'entreprise qui fabrique les téléphones qui sont vendus sous la marque Nokia, puisque Nokia ne fabrique plus de téléphone lui-même, c'est un équipementier télécom maintenant pur. C'est une boîte B2B spécialisée dans les réseaux. Mais la marque continue d'exister sur les smartphones et ils ont fait une conf. Alors, il y a beaucoup de com derrière tout ça parce qu'ils ont aussi besoin de faire parler d'eux. C'est une marque un peu poussiéreuse, pardon pour eux, mais voilà, de ressortir un petit peu du placard, on va dire. Et en fait, leurs annonces, c'était on va vous proposer des téléphones que vous allez pouvoir réparer en 5 minutes chrono, donc avec un kit de réparation comme ce que propose Apple, mais enfin, visiblement, c'est plus simple quand même. Donc, tu peux acheter ton petit kit. Je crois que ça coûte 5 €. Tu vas avoir des petits outils et ensuite, tu peux acheter tes pièces détachées, une trentaine d'euros par exemple pour une batterie, et tu vas pouvoir démonter le téléphone très facilement en 5 minutes chrono, nous disent-ils. Tu peux démonter le téléphone en 20 minutes, tu peux remplacer l'écran. Bon, faudra voir les professionnels, enfin les experts, moi je suis pas bricoleur pour dessous, mais avaient l'air de dire qu'ils étaient quand même assez optimistes sur le timing qui était donné par Nokia. C'est rigolo parce qu'il y a des petits outils qui vont bien avec. Alors d'ailleurs là, honneur à Apple et à Samsung qui ont défriché un peu le terrain, parce qu'on a parlé assez régulièrement de leur système de réparation qui sont, enfin en tout cas chez Apple, qui est un peu pas une arnaque, c'est un grand mot, mais en tout cas c'est quand même assez compliqué. Tu te fais envoyer des outils, ça coûte hyper cher, c'est très compliqué, etc. Peut-être que ce sera plus simple avec Nokia, mais en tout cas, ce qu'on comprend là, c'est que ils ont bien pris en compte le fait qu'il y a des problématiques maintenant qui tiennent au cœur des consommateurs, c'est environnemental, mais aussi économique. C'est-à-dire, avec l'inflation, le smartphone, c'est pas un produit de première nécessité. On a vu les chiffres de vente qui sont assez mauvais. Les gens remplacent moins souvent leur téléphone qu'auparavant. Les chiffres, là aussi, le taux de remplacement, je sais plus, en France, je crois qu'il est passé de on changeait une fois tous les 18 mois, maintenant c'est une fois tous les 24 mois, quelque chose comme ça. Et voire même plus, je crois. Peut-être plus enfin, ça commence vraiment, la moyenne, en fait, de détention d'un téléphone augmente. Il faut dire aussi qu'il y a les progrès technologiques. Un smartphone qui a 2-3 ans est toujours d'actualité finalement. Alors que ce n'était pas le cas il y a peut-être 5 ans, 6 ans. C'est vrai. Donc il y a ça aussi. Il y a ça aussi, mais je pense que aussi, en tout cas les constructeurs comprennent que voilà, dans le discours, il faut qu'ils adoptent ce truc de droit à la réparabilité, ce qui est vraiment un virage à 180 degrés, parce que pendant des années, ils nous ont répété, non, surtout, réparez pas votre téléphone tout seul, c'est très compliqué. En gros, vaut mieux en changer ou nous le donner à nous à réparer. Et maintenant, c'est non, mais tu vas pouvoir réparer ton téléphone toi-même, il n'y a pas de souci. Donc, il y a eu cet aspect-là. Et il y a un deuxième aspect sur la conf de Nokia, c'est le fait qu'ils rapatrient une partie de leur production en Europe. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors là aussi, il faudra voir quelle quantité, quel pourcentage de leur production ils rapatrient en Europe depuis la Chine. En 10 ans, on a beaucoup, là aussi, c'est des thématiques qui sont très à la mode auprès des consommateurs, mais aussi des autorités, souveraineté technologique. Et c'est en fait un argument commercial de pouvoir dire maintenant, notamment si tu vends des smartphones aux professionnels, ce que veut faire Nokia,
ton téléphone, il n'est pas fabriqué en Chine. Toute la partie sécurité du téléphone, c'est nous qui la gérons. Voilà, on teste les logiciels, c'est nous qui faisons tous les paramétrages, c'est nous qui assemblons les téléphones. Donc, Alors, ce que ça veut dire, c'est voilà, c'est Pékin pourra pas t'espionner via ton téléphone. En gros, c'est ça ce qu'ils disent en. Après, la subtilité, c'est que les pièces sont fabriquées en Chine. Toujours. Le téléphone est assemblé Bien sûr. sur le continent européen, mais voilà, les processeurs, la Les mémoire, semi-conducteurs, tous ces trucs-là, alors ou de Chine ou de Corée ou de Taïwan, mais voilà, Ça, on sait pas faire. Ça, on sait pas faire. Non. Mais c'est intéressant parce que j'avais une petite impression de retour vers le futur, c'est-à-dire, tu sais, à l'époque où Nokia régnait en maître sur le monde du téléphone, donc avant les smartphones, avant l'iPhone, et où j'ai retrouvé les chiffres, c'était la moitié des téléphones vendus dans le monde étaient fabriqués par Nokia. Nokia, c'est le roi absolu, et c'était fabriqué en Finlande. Et puis c'était increvable, les smartphones Nokia. Les téléphones smartphones. Ouais. C'était pas des smartphones à l'époque, c'était des téléphones. C'était increvable. Il y avait des autonomies d'une semaine. Enfin bon. Après, voilà. c'était pas les mêmes utilisations. Ça n'avait pas le même, bien sûr, les mêmes usages. Mais ouais. C'est sûr. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé. Donc, pour moi, tu avais ces deux aspects là dans le Mobile World Congress. D'un côté, vraiment des trucs assez fous qui vont arriver dans nos poches dans les années qui viennent et qui nous vendent du rêve. Et puis de l'autre, quelque chose de plus, on va dire, raisonné. C'est ça. Voilà. Mais tu sais, c'est une thématique qu'on avait abordée aussi au moment du CES. C'est vraiment, on a l'impression que là, tu as une frugalité numérique. Ouais, c'est ça, une forme de frugalité numérique. Alors, j'espère que ce sera pas trop ça quand même, parce que sinon, on va vite s'ennuyer. Nous, on a envie qu'il y ait quand même des trucs un peu nouveaux, des innovations et tout. On fera une émission sur le démontage des smartphones. Ah oui, c'est pas mal, c'est un concept. C'est pas mal, ça. Dans l'actualité, et si vous voulez retrouver plus de détails sur le Mobile World Congress, je vous invite à aller sur la chaîne Tech & Co avec des articles, bien sûr, des vidéos, des émissions que j'ai eu le plaisir de réaliser depuis Barcelone. Dans l'actualité aussi, c'est Apple qui serait à l'aube de la sortie d'une technologie qui va peut-être changer le quotidien des diabétiques. Oui, absolument. Alors Apple qui n'était pas au Mobile World Congress, on rappelle qu'ils ne font jamais les grands salons. En tous les cas, ils sont pas là, ils sont pas visibles. Peut-être qu'ils sont dans les, dans les bureaux cachés, et dans des suites pour présenter des choses ou pour discuter avec des fournisseurs. Mais c'est vrai que je pense que de toute façon, les voit pas. Moi, je suis à peu près certain qu'ils envoient des émissaires pour surveiller, ou en tout cas, ce que fait la concurrence. Ce que font aussi les concurrents. Certainement. Moi, je me souviens, sur tous les salons, tu as une partie espionnage industriel, même si le mot est peut-être un peu gros, mais tu vois, des mecs qui viennent photographier les nouveaux téléphones sous tous leurs angles et tout. Enfin, tu les repères tout de suite, les mecs. Voilà. Bref. Ça fait penser, tu sais, aux gars qui vont dans les petits supermarchés pour relever les prix. Ouais, c'est ça. Les clients mystères. Là. Le gars qui travaille chez Auchan, qui va chez Casino pour voir si les prix sont les mêmes. C'est pareil, en fait. C'est pareil, exactement. C'est du business, c'est normal. Du business. Et donc là, Apple, alors c'est des informations de presse selon lesquelles Apple serait sur le point de sortir, en tout cas d'avoir conçu un capteur de glycémie qui pourrait être intégré notamment aux Apple Watch et qui pourrait effectivement révolutionner le quotidien des patients diabétiques, puisqu'en gros, l'idée, ce serait de pouvoir analyser sa glycémie depuis sa montre sans avoir besoin de faire de piqûres, puisque la technologie serait à base de laser. Alors, on n'a pas tous les détails, mais ce serait, on utiliserait la spectroscopie d'absorption optique, ça s'appelle comme ça. Oui, c'est un nom un peu compliqué. En gros, grâce à une lumière, on va émettre des longueurs d'onde spécifiques qui vont permettre d'aller déduire la concentration de glucose, donc de sucre, dans le sang du patient diabétique, juste à partir d'une lumière. Donc c'est une technologie absolument dingue si ça sort. Et ça pourrait venir renforcer tout l'arsenal technologique dans le domaine de la santé qu'Apple met au point, notamment pour l'Apple Watch, puisque l'Apple Watch est devenu maintenant un assistant de santé. Tu as l'électrocardiogramme, tu as le capteur pour le taux d'oxygénation dans le sang, tu as le capteur pour l'ovulation pour les femmes. Enfin, c'est devenu un truc, on est quand même parti de loin. C'était un podomètre, la montre connectée, et maintenant c'est devenu un vraiment truc. Un dispositif santé validé en plus par les institutions, par la réglementation. Absolument, donc c'est quand même hyper intéressant, et c'est un projet, alors je le savais pas ça, mais qui était déjà d'actualité du temps de Steve Jobs. Il avait lui déjà pensé, est-ce qu'on pourrait intégrer un capteur de glycémie? Alors je sais pas, à l'époque il n'y avait pas d'Apple Watch ni rien, donc je sais pas comment il imaginait ça exactement, mais en tout cas ça faisait partie des projets sur lesquels il travaillait. Il y a une équipe dédiée chez Apple autour de ce capteur de glycémie. Alors ça va prendre probablement du temps avant d'être annoncé officiellement, mais c'est intéressant parce que
que vraiment, Docteur Apple, là, on sait qu'Apple, c'est vraiment l'une de leurs priorités, la santé. Tim Cook l'a dit, je veux que dans 50 ans, quand on parle d'Apple, on se souvienne d'Apple comme d'une entreprise de santé et non pas comme une entreprise technologique. Donc déjà, ça, c'est des mots qui sont assez forts. Et vraiment, il est dans cette optique-là aujourd'hui. Donc là, on a hâte de voir ce que ça donne. Tu sais qu'il y avait une boîte française que j'avais interviewée, peut-être toi aussi d'ailleurs, l'année dernière, au CES de Las Vegas, qui travaillait là-dessus. Je me souviens. Qui s'appelle PK Vitality. Vitality, Tu te souviens de ça? Ouais, et en fait, ils avaient. Alors, je sais pas trop parce qu'il faudrait voir si effectivement leur projet avait annoncé, parce que ça a 1 an, mais ils avaient mis en place une montre connectée, alors qui était grosse, qui n'était pas très belle, etc. Rien, on est loin des canons de l'Apple Watch, mais qui en fait était posée sur ton poignet, qui lui-même était recouvert d'une espèce de patch avec des micro-aiguilles. Ouais. Mais quand je dis micro-aiguilles, elles étaient tellement fines que ça ne te piquait pas, tu sentais rien. Ça pénétrait dans l'épiderme, mais de quelques, j'allais dire, même pas millimètres, moins que ça. Et ils arrivaient à capter, en fait, grâce à leur techno, le taux de glycémie. Ouais. Et comme ce patch était connecté à la montre, ça remontait sur la montre et tu avais en temps réel ton taux de glycémie. Et moi, j'avais été bluffé par ce truc-là. Et comme quoi, hein, on a aussi des innovations, alors peut-être un peu plus grossières, etc. Mais peut-être que Apple s'est inspiré en quelque sorte de cette technologie. Ouais, je me souviens très bien de ce projet et je m'étais fait la même remarque que toi. Je m'étais dit c'est génial sur le papier, mais la montre ressemble à rien. Et voilà. Donc voilà. Après, je pense que Apple travaillait sur le truc depuis longtemps et leur technologie est complètement différente. Mais en tout cas, ça veut dire aussi que. Mais il n'y a pas qu'Apple, quoi. Non, on peut avoir une petite start-up, notamment strasbourgeoise, parce qu'ils sont de là-bas, hein, ils sont d'Alsace, qui en fait ont travaillé là-dessus. Ouais, on va essayer de savoir un peu où ils en sont. T'as raison, il faudrait les inviter. Mais oui, franchement, si. Après, ça peut casser complètement leur. T'imagines, tu bosses sur un projet depuis des années, genre t'as la révolution et t'as Apple qui sort exactement le même truc, mais en mieux. Enfin, c'est chaud quand même. Mais tu sais qu'on a plein de boîtes comme ça, mais tu le sais aussi bien que moi. Il y a aussi une autre start-up suisse, cette fois-ci, qui avait inventé un petit bracelet qui mesurait la tension artérielle de manière tout à fait naturelle, en fait, puisque normalement, rappelons-le, hein, pour mesurer la tension artérielle, il faut que tu te mettes un brassard, le brassard qui se gonfle, qui se dégonfle, qui t'affiche ta tension, etc. Et là, simplement avec un bracelet qui, avec des petites lumières, analysait ton flux sanguin, arrivait à te donner ta tension artérielle tout au long de la journée. Et ça, c'est une information en plus très importante, parce que quand tu prends ta tension artérielle, c'est à des moments de la journée, mais voilà, à des moments où tu as le temps de mettre ton brassard, etc. Et surtout, tu stresses en plus quand tu le fais, donc du coup, ça fausse les résultats. Et là, tu oublies, la journée. Et tu as ta tension en fait tout au long de la journée. Et encore une fois, une innovation française qui arrivera peut-être demain dans l'Apple Watch. On espère, hein. on espère. Dans l'actu aussi, Anthony, c'est évidemment Elon Musk qui a vécu encore une semaine assez chargée, ChatGPT, Twitter, et peut-être rebondir aussi sur le fail de la présentation qu'il a pu nous faire hier concernant le futur de Tesla. Et là, autant vous dire qu'on est un petit peu déçus tous. On s'attendait à voilà, c'était quoi? C'était le Tesla Investors Day, hein, je crois. Hein. Exactement, c'était alors attends, comment ils appellent ça? C'est le master plan même, le plan directeur de Tesla. Donc c'était une conférence, c'est vrai, à destination des investisseurs, mais qui devait quand même nous donner, si tu veux, le cap pour Tesla, une sorte de vision stratégique pour les années qui viennent. Donc c'est des moments qui sont importants quand même. Important. C'est-à-dire que nouveau modèle de Tesla, est-ce qu'il y a une révolution dans les batteries, enfin des choses comme ça, quoi. Et sauf que sur le fond comme sur la forme, ça n'a pas été une grande réussite, déjà parce que Elon Musk a vraiment rien annoncé de nouveau réellement, quoi. On s'attendait effectivement à soit qu'il annonce de nouveaux modèles, au moins qu'il en dise un peu plus sur le Cybertruck, par exemple, tu vois, c'est des choses comme ça. Là, il n'a pas du tout dit ça. Il a donné une sorte de cap en disant il faudrait que on arrive à une société qui ne dépende plus des énergies fossiles. Bon, ok, très bien, pourquoi pas. Bon, c'était le point de départ de Tesla, d'ailleurs. C'était le point de départ de Tesla, donc pourquoi pas, ça d'accord, mais il nous dit pas exactement ce qu'il faut faire. Alors, il y a quand même des petites ébauches d'annonces. Par exemple, il nous parle d'un futur véhicule Tesla qui coûterait 50% moins cher à fabriquer que les modèles actuels. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que l'addition pour le consommateur baisserait d'autant. Exactement. Alors d'autant, je ne sais pas, mais en tout cas, on pourrait avoir des modèles qui seraient moins chers, mais il n'a pas voulu en dire plus. Il y aura des annonces ultérieures. Oui, bon,
bah, on est resté un petit peu sur notre faim quand même. Il a donné quand même un chiffre intéressant. Il dit que d'ici 2030, il veut produire 20 millions de Tesla par an, ce qui est énorme. C'est 15 fois plus qu'aujourd'hui. Donc, tu vas avoir encore une montée en puissance de aujourd'hui, il est à Tesla. 1,8 million, je crois. Ouais, c'est ça. Exactement. De fabrication. Donc, c'est quand même, ça, c'est intéressant. Mais ouais, on manquait vraiment d'annonces très structurées. Et surtout, il y avait aussi sur la forme, tu sais, mais Elon Musk, on a l'habitude qu'il fasse le show. C'est toujours c'est un VRP extraordinaire, tu vois. Bien sûr, c'est un bon speaker qui arrive à entraîner en fait son audience. Exactement. Et là, cette conférence, alors j'ai pas regardé les 3 heures que ça a duré, parce que c'était quand même très très long. 3 heures déjà, c'est trop long. C'est hyper long. Après, les conférences investisseurs, tu sais, normalement, tu donnes aussi beaucoup de détails et tout. Alors, il y avait il n'a pas lui parlé pendant 3 heures. Tu avais aussi des ingénieurs, des mecs qui venaient faire des présentations hyper techniques. Donc, bon, pas forcément le truc le plus intéressant du monde quand tu n'as pas vraiment les mains dans le cambouis. Mais même lui, tu vois, je l'ai trouvé un peu, je suis pas le seul à avoir pensé ça, mais un peu à côté de ses pompes, tu vois, un peu hésitant, un peu fatigué. Bon, il a en même temps, et si tu veux, je trouve que il a vécu une année 2022 et un début d'année 2023. C'est ça. Et du coup, tu te dis, le timing est pas idéal parce que là, on est à un moment où déjà ces investisseurs, ils commencent à dire, ouais, mais attends, Elon Musk là, est-ce qu'il peut vraiment gérer en même temps Tesla, SpaceX, Twitter? Il met beaucoup d'énergie dans Twitter, mais Tesla, c'est quand même la vache à lait, c'est ce qui permet de financer tout ça. Donc voilà, les investisseurs grincent un peu des dents. Et donc là, faire une présentation comme ça en demi-teinte, bon, c'était pas forcément le meilleur moment possible. Donc voilà, j'espère que c'est juste une mauvaise passe et qu'il va continuer à nous faire rêver avec Tesla, j'en doute pas. Mais là, c'était pas sa meilleure présentation, très clairement. Ouais, il a montré un petit peu quelques images de son robot Optimus, tu sais, mais c'était pas convaincant. Enfin voilà, on est loin d'un produit fini. Bon, après, il faut pas sous-estimer Elon Musk. Peut-être qu'il y a quelque chose dans sa besace qui va nous sortir comme ça. Et voilà, peut-être qu'il garde ses cartouches, comme on dit, pour un petit peu plus tard dans l'année. Espérons-le, en tout cas. Absolument. Moi, je rêve d'avoir une petite citadine Tesla qui arriverait, tu vois, une voiture faite pour l'Europe. Ouais, absolument. Ça serait cool. Intéressant, carrément. Bon, alors Elon Musk, c'est pas terminé parce que il y a aussi pas mal de choses concernant l'IA et Elon Musk s'intéresse de près à ChatGPT aussi. Oui, alors en fait, on a appris cette semaine, c'est des informations de presse pour le coup du site The Information, que Elon Musk veut lancer son propre ChatGPT. Alors bon, il manquait plus que ça, tu vois. Déjà, le mec a déjà un emploi du temps pas assez chargé, donc il s'est dit allez, vas-y. Allez. Je lance un nouveau truc. Cela dit, il était à l'origine d'OpenAI. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il était à l'origine d'OpenAI, exactement, c'était l'un des cofondateurs. Il a quitté OpenAI il y a 5 ans sur des désaccords de fond, donc il n'était plus tellement d'accord avec la direction que prenait OpenAI, et surtout il a quand même pas mal critiqué ChatGPT. Il reproche 2 choses à ChatGPT, déjà de s'être vendu à Microsoft plus ou moins, parce que Microsoft a investi 10 milliards, et en gros il dit ça va un peu à l'encontre. Au début nous on voulait faire un projet open source, à but non lucratif, qui soit une sorte de contrepoids face à la puissance de Google sur les moteurs de recherche, et finalement tu te retrouves avec un truc qui est intégré maintenant dans Bing, voilà, qui a été plus ou moins préempté, c'est un grand mot, mais en tout cas que Microsoft a un peu mis à toutes les sauces et qu'il va commercialiser ou monétiser en tout cas d'une certaine manière. Donc ça lui plaît pas. Et surtout la deuxième chose, mais ça c'est un classique d'Elon Musk, c'est que pour lui ChatGPT c'est un truc de gauchiste. C'est un truc, c'est une IA woke en fait. Il utilise ce mot-là. Alors il n'a pas complètement tort sur ce point-là. On a eu l'occasion d'en parler. C'est vrai que il y a toujours de l'idéologie de toute façon. Une IA, c'est jamais complètement neutre. Oui, parce qu'elle est programmée par des gens qui ont des pensées, qui ont des convictions. Évidemment. Et c'est vrai que comme tout ça part plutôt de la Silicon Valley, on va dire que la Silicon Valley, alors il ne faut pas tirer de généralité, mais a une tendance à être plutôt du côté gauche, on va dire. Je crois qu'on peut généraliser. On peut le dire. Voilà. Je crois que c'est vraiment... Non, mais je voulais prendre un peu de pincettes. T'as raison. C'est pas tout le monde, mais c'est vrai que c'est quand même globalement, ils sont très très à gauche, très très progressistes. Oui, bien sûr. Bon, ce qu'on met derrière ce terme-là, mais donc forcément, ça se ressent aussi. On avait fait, il y a plein de tests qui ont été faits où tu lui demandes. Alors après, l'algo a varié, etc. avec le temps. On avait raconté cette expérience où tu lui demandes d'écrire un poème à la gloire de Donald Trump, il refuse. Tu lui poses la même question avec Joe Biden, il te fait un poème. Bon, bref. Et donc Elon Musk, ça lui plaît pas. Et donc il dit il faudrait un chat GPT. Alors lui, il parle même de Truth GPT, donc un chat GPT de la vérité, quand même très fort pour le marketing toujours, qui donnerait des réponses factuelles, non biaisées, c'est les mots qu'il utilise, et qui en fait
apprendrait d'elle-même, alors je ne sais pas comment ils comptent s'y prendre, hein, parce que ça me paraît très très compliqué, mais à donner des réponses rationnelles et qui ne sont pas teintées d'idéologie comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc où il y aurait potentiellement moins de verrous technologiques qu'aujourd'hui, parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est que ChatGPT est bridé. Il y a des thématiques sur lesquelles on dit oh là là, attention, ça c'est touchy, donc tu fais attention, tu réponds pas à ces questions-là, etc. Donc il y a de l'humain, et ça, il de la supporte modération. pas Elon Musk. Et ça, Elon Musk, avec sa vision libertarienne extrême, à géométrie variable aussi, parce qu'on a bien vu que sur Twitter... Quand ça commence un peu à l'enquiquiner, il est plus tout à fait libertarien. Hein. Exactement. Quand ça commence à le concerner directement, la liberté d'expression, on voit bien. Coupez-moi ce petit profil là, s'il vous plaît. Vite voilà. Donc bon, après, on a tous nos petits travers. Hein. Moi aussi, si j'achetais un truc à 44 milliards, j'aurais pas envie. Tu vois, j'aurais envie de faire ce que je veux avec. Après, je critique pas, mais en tout cas, il a cette idée-là. Donc là, visiblement, il est en train de recruter une équipe. Il a recruté visiblement une pointure chez DeepMind notamment, donc la filiale IA de chez Google. Donc on ne sait pas du tout quand ça sortira, comment il va, quelle forme ça prendra. Est-ce que ce sera une IA conversationnelle comme ChatGPT? Est-ce que ce sera un outil qui pourrait intégrer dans Twitter? C'est intéressant aussi, pourquoi pas. Donc on verra, on n'en est pas là pour l'instant, mais en tout cas il a des ambitions aussi sur ce terrain-là, ce qui va lui demander encore un peu plus de temps et qui va encore plus le fatiguer pour ses futures keynotes probablement, mais c'est intéressant quand même. Oui, bien sûr, mais qui se concentre un peu sur Tesla quand même, hein. C'est quand même un gros morceau. C'est le gros morceau, c'est quand même c'est le truc qui finance tout le reste, quoi. S'il veut aller sur la planète Mars, s'il veut faire de Twitter la plateforme de la liberté d'expression absolue, s'il veut faire du ChatGPT alternatif, il faut quand même qu'il ait des fonds. Faut pas rater Tesla. Merci Anthony. Merci, c'est déjà fini. Mais j'ai pas vu le temps passer, dis donc. C'est vrai que la pendule tourne trop vite quand on est ensemble. Merci en tous les cas. Anthony Morel, journaliste à BFM Business, que vous retrouvez le matin, évidemment dans la matinale de BFM Business, à la radio, à la télé, mais aussi sur RMC avec Estelle Denis, entre midi et 2. Vous restez avec nous. Évidemment, tu as grandi avec le MP3. On a tous eu cette révolution, cette claque du MP3 et le fait de pouvoir télécharger en quelques secondes nos chansons préférées de manière légale ou illégale. On ne va pas rentrer dans les détails comme ça maintenant. Mais en tout cas, on va revenir sur cette histoire avec Christophe Joly, notre rendez-vous nostalgique. Dans un instant, l'histoire du MP3 à écouter donc tout de suite. Merci d'être là. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.